Nous sommes à environ une trentaine de kilomètres au nord de Bordeaux, à Saint-Julien, l'une des plus petites appellations du Médoc, mais qui ne compte pas moins de 11 grands crus classés. Alors probablement une histoire de sol ou de terroir ici, où traditionnellement le cœur des amateurs balance entre les vins de Léoville-Lascaz, Léoville-Barton et Léoville-Poix-Ferré, où nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Didier Cuvelier, dont la famille est propriétaire du château depuis 1920 et qui va nous expliquer quelques secrets d'élaboration d'un grand vin, mais également quelques caractéristiques clés de l'appellation Saint-Julien. Ah, bonjour. Monsieur. Bonjour. Je suis à la bonne adresse parce que j'ai vu que vous aviez deux voisins qui portaient un nom très similaire au vôtre. C'est la bonne adresse. Ouais. Et je suis prêt à vous raconter mon histoire, mais je propose qu'on aille tout de suite dans les vignes, car nous sommes en pleine vendange. Ah, ben, je vous suis. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête du château Léoville-Poix-Ferré? Alors moi j'ai commencé en début 79. Ah oui. Donc là c'est votre... C'est ma, si je calcule bien, 39e ou 40e vendange. Ah oui. Voilà. Alors comment on peut résumer presque 400 ans d'histoire de la culture de la vigne ici à Saint-Julien? Qu'est-ce qui s'est passé en 400 ans? On retrouve des traces de vignes ici à Saint-Julien et pour Léoville en 1635. Ah oui. La propriété s'appelait Montmoitié parce que c'était moitié émergé des eaux. Après la propriété s'est appelée Léoville, c'était le plus grand domaine viticole avant la Révolution française. Et après la Révolution française, il y a eu deux partages. Une partie des terres ont été vendues à M. Barton en 1826. Ouais. Et après, en 1840, une fille Lascaz a épousé à M. Poix-Ferré. Et donc ils ont partagé le restant du vignoble et ils ont coupé le château en deux. Pour fêter le centenaire de notre maison de négoce, mon arrière-grand-père a commencé par acheter le château Le Croc en 1903. Alors le château Le Croc, c'est un cru bourgeois situé à Saint-Estèphe, merveilleusement bien situé puisqu'il est entre Cozes-Estournel et Montrose. Et enfin, Léoville-Poix-Ferré et Moulin-Riche en 1920. Et maintenant, dans les 20 ou 30 ans à venir, il n'y aura plus de mouvement. Ça restera dans la famille Cuvelier. Ah ben, c'est resté depuis 1920, il n'y a pas de raison que ça change. Que ça change. Ouais. Alors nous arrivons en voiture depuis Bordeaux, nous avons traversé Margaux, donc ici un peu plus au sud, là nous sommes à Saint-Julien, juste à côté, là, ici au nord, l'appellation Pauillac, et à peine un fossé, une dépression dans le sol pour marquer la différence entre deux terroirs. Quelles sont les grandes différences entre un Margaux, un vin de Margaux, un vin de Saint-Julien et un vin de Pauillac qui se touchent pratiquement? Alors, je pense que le Margaux, c'est vraiment l'extrême finesse. Ouais. L'élégance, c'est Pauillac, la puissance, et Saint-Julien, la chance d'avoir un peu les deux qualités des deux appellations. Donc c'est la perfection. Ouais. Comme l'assemblage, hein, c'est le meilleur de chacun. Voilà, on tente. En France, on parle toujours de terroir et la manière dont la composition du sol va marquer le goût du vin. Alors en quoi ici la composition de ce terroir à Saint-Julien est importante pour la culture du Cabernet Sauvignon? Alors d'abord on dit en Médoc que les meilleures terres voient le fleuve, pour le fleuve d'ici. Oui. Le fleuve a une importance capitale puisque tous les graves du Médoc sont arrivés après la débâcle glaciaire dans les Pyrénées. Donc sur ces graviers se sont déposés des alluvions et c'est là-dessus que les vignes ont été plantées. Depuis que vous êtes à la tête de la propriété, quels sont les changements que vous avez décidés et qui petit à petit, année après année, ont concouru à l'amélioration de la qualité du vin de Léoville-Poix-Ferré? Quand j'ai repris la propriété, il n'y avait que 48 hectares plantés sur 80. Donc j'ai planté ça progressivement, 2 hectares et demi à peu près tous les ans. Et aujourd'hui, donc, quelle surface? La surface est 80 hectares. 80 hectares. Tout est planté. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai la chance d'arriver au début des années 80 où ça a été le renouveau des grands vins. Ça a été une période quand même assez euphorique. Alors, c'est assez fabuleux, quoi. 1982, qui est l'une des années du siècle, a impliqué quel changement pour vous? Quelle découverte? 82 a un peu tout changé parce que c'est vrai que c'était un millésime fabuleux. On avait ramassé des raisins très mûrs et on a fait des très grands vins. Et le fait de
de ramasser des raisins mûrs nous a permis d'essayer de refaire pareil les années après. Donc c'est pour ça que vous goûtez souvent les raisins, c'est pour contrôler la maturité. Voilà, c'est pour contrôler la maturité. Et alors après, donc dans les chais, qu'est-ce qui a été entrepris? On a acheté des cuves tronconiques à double paroi dans les années 2010 qui nous permettent de faire des préfermentations à froid. Et le résultat est assez étonnant. On a une grande pureté de fruits et un développement des arômes assez extraordinaire. Et alors pour aller encore plus loin dans les progrès et l'amélioration de la qualité, quelle est la prochaine étape à la propriété? Alors la prochaine étape, c'est de plus en plus respecter l'environnement. Le sol est enherbé naturellement, ça prouve qu'il y a de la vie microbienne. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers le bio, ce qui n'est pas toujours évident à Bordeaux, notamment quand on a des printemps très humides. Tout ce travail que vous avez fait depuis 30 ans ou 40 ans à la propriété, ça a impliqué quel changement dans le goût du vin? On fait des vins qui sont prêts à boire beaucoup plus vite, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas se garder aussi très longtemps. Parce que dans l'ancien temps, n'oublions pas qu'ils ramassaient un peu précocement parce qu'ils avaient peur de la pourriture, ils n'avaient pas tous les moyens qu'on a maintenant. Donc je pense qu'on n'a jamais fait d'aussi bon vin qu'à l'époque actuelle. Que maintenant. Désolé, je vais devoir vous laisser parce que j'ai mon équipe de vendangeurs à surveiller. Je vais vous envoyer au cuvier, vous allez retrouver Didier le maître de chai et Isabelle l'œnologue. D'accord. Et je propose qu'on se retrouve un peu plus tard pour déguster un vin. Très bien. Et par là-bas? Par là-bas. Ah, très bien. Allez. C'est une fontaine de Bacchus ici. Oui, si vous voulez, mais c'est principalement un remontage. Cette action permet au vin, on extrait la couleur et on oxygène les levures. Et vous êtes... Moi, je suis le maître de chai. Vous êtes le maître de Voilà, chai. tout à fait. Et je me suis arrêté parce que c'est une couleur magnifique, c'est une robe rubis. Et, comme je disais, plutôt violine. Plutôt violine. Plutôt violine, oui. Et alors ces cuves là sont... Alors ça, ce sont des cuves tronconiques. Donc ce sont des cuves à double paroi qui nous permettent, avant la fermentation, de faire ce qu'on appelle des pré-fermentations à froid. Ce qui nous permet d'extraire le potentiel aromatique des raisins et surtout d'essayer de les conserver. Voilà. Et ça rapporte quoi au vin fini? Eh bien écoutez, je vais vous faire goûter, puis comme ça on va voir. Regardez déjà. Ah, la couleur, la robe. Ça permet déjà de voir un petit peu le potentiel de ce millésime-là. Et quand on met le nez dedans, on a des arômes de fruits qui sont extraordinaires. Voilà. Et là, je peux déjà le goûter. Là, vous pouvez le goûter. Et une fois goûté ces vins primeurs, vous pouvez aussi aller goûter les vins finis où Isabelle vous attend en salle de dégustation. Ah bon. Je suis le premier à le goûter. Ah, c'est des super primeurs. Bonjour, je vous surprends. Bonjour. Didier Cuvelier m'a dit que je trouverais dans le chai à barrique l'œnologue de Léoville Poiferré. Tout à fait, bonjour, enchanté. Le rôle de l'œnologue dans une propriété qui vinifie depuis plusieurs centaines d'années, alors quel est son apport? Alors pour faire un résumé de ce métier un peu complexe, la nature nous donne beaucoup de choses, beaucoup de très bonnes choses, et notre rôle va être d'optimiser. Et le mot optimiser est vraiment important, d'optimiser cette qualité tout au long de l'élaboration du vin, du raisin jusqu'à la mise en bouteille. Dans un chai à barrique, le vin passe donc dans les fûts de chêne. 18 mois. 18 mois. Tout à fait. Et donc cela va marquer plus ou moins le vin, on sort de l'aspect du terroir dans ce cas. Si vous voulez, dans le vin, on a cette famille de composés qui s'appellent les tanins du raisin naturel. Et on va trouver le meilleur équilibre et l'équilibre parfait entre les tanins du vin et les tanins du chêne. Il y a beaucoup de choses au niveau du vin d'ailleurs qui sont toute une question d'équilibre. Et donc le rôle du passage en fût de chêne dans le vin, qu'est-ce que c'est? Vous avez un grand rôle sur la micro-oxygénation donnée par la barrique pendant 18 mois qui va stabiliser notre vin qui est un vin de garde. Donc 18 mois est un élevage tout à fait adapté. Vous qui êtes œnologue, Bordeaux possède une tradition donc d'assemblage, alors que d'autres régions en France cultivent un monocépage. Pourquoi est-ce qu'à Bordeaux, on assemble plusieurs cépages?
Chaque cépage va amener ses particularités. Si je vous fais un très grand résumé, le merlot va nous amener de la rondeur, de la souplesse. Le cabernet sauvignon va plus être notre squelette au niveau tannique, au niveau structure, la puissance de notre vin. Le cabernet franc va nous amener de la finesse. Et le petit verre d'eau, on va l'utiliser à dose d'épices, généralement 5% dans l'assemblage. Vous voyez, c'est vraiment par petites touches, va nous amener de l'acidité et une énorme puissance tannique aussi, et beaucoup de couleurs. À Saint-Julien, quels sont les arômes dominants que l'on attend dans le vin ? Alors les arômes vont être plutôt une question de millésime ou d'assemblage. Je vais plutôt vous parler de la typicité de nos vins, plutôt au niveau en bouche. C'est des vins qui vont allier élégance et puissance en même temps. Voilà. Et ensuite, selon les millésimes, on va plutôt être dans la famille des fruits rouges, des fruits noirs, mais ça c'est la magie de l'effet millésime. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être passer aux travaux pratiques. Est-ce que je peux vous proposer de goûter le lait Louis Poiferré 2015 ? Ah ben ça, c'est un privilège. Merci, je peux dans votre verre ? Bien sûr, bien sûr. Merci. Alors, en cours d'élevage, on peut avoir les premiers arômes qui sont dans la famille du toasté, du grillé, de la barrique. Ah, oui. Voilà. Et à l'aération, à l'agitation, tous les arômes de fruits, d'épices peuvent surgir. Déjà, ça sent très bon. Et alors, ça dégage un parfum qui est à plusieurs niveaux, comme une cascade d'arômes différents. Ça sent bon. C'est ce qu'on appelle la complexité. C'est la complexité. Si ça vous amuse de me suivre en salle de dégustation, on peut aller goûter un Léoville Poiferré plus ancien et en bouteille. Ah bah écoutez, je vous rends votre verre parce que je commence à me prendre pour un œnologue. Je vous rends vos étis. Mais je vous suis, merci. Merci. Suivez-moi. Et maintenant, je vais vous faire goûter un millésime un peu plus vieux, qui a un peu plus de bouteilles, et Enfin. pouvoir l'apprécier. Enfin. Un peu plus abouti. Je vois qu'il y a un second vin qui est le pavillon de Léoville Poiferré. Alors pourquoi est-ce que dans une grande propriété qui a une réputation mondiale, on pourrait mettre tous les raisins dans son premier vin ? Pourquoi est-ce qu'on élabore un deuxième vin ? Quelle est la logique ? Une logique qualitative. Si on mettait tout dans le premier vin, on affaiblirait certainement le premier vin. Bon, nous savons avec notre équipe, par exemple si nous avons 40 cuves à déguster, nous savons les classer dans l'ordre la meilleure à la plus mauvaise. Bon, après, où mettre la frontière, c'est là que c'est très important. Et également, dans notre gamme, on a également une autre étiquette qui s'appelle Moulin Riche et qui, elle, représente une vingtaine d'hectares sur un terroir bien identifié. Donc le premier vin, c'est vraiment celui qui subit une sélection la plus drastique de la vigne jusqu'à sa mise en bouteille. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on doit trouver de manière typique dans un Saint-Julien ou en famille aromatique ? Après, propriétaire, c'est toujours très difficile de décrire son vin. Vous savez, on a tendance à voir que le défaut et je laisse les qualités à tous les gens qui ont écrit sur ce mur, qui sont des excellents dégustateurs, puis ce sont des journalistes ou des meilleurs sommeliers du monde. En fait, ce que vous me dites, c'est que finalement, un vin, sa finalité, ça n'est pas de plaire ou d'être décrite, mais c'est plutôt de procurer de l'émotion. De procurer de l'émotion, de procurer du plaisir. Et, je dirais avant toute chose l'équilibre. L'équilibre entre l'alcool, les tanins, la puissance. Il faut que le vin aussi soit une certaine finesse. Et en plus, le côté Saint-Julien est très velouté. Et tout ça donne des vins très très digestes. Et quand vous avez fini votre verre, vous avez envie d'en boire un autre. Et surtout de le partager. Merci pour cette belle dégustation. À très bientôt. J'espère vous retrouver l'année prochaine pour goûter ce vin que nous avons goûté ensemble en barrique, une fois mis en bouteille. Si je suis réinvité.